Pour me présenter, moi je suis postdoctorant ici, donc c'est-à-dire je suis sur un projet de recherche. Ça fait 18 mois que je travaille avec la région, à Audencia et avec l'école centrale. On travaille sur un projet de recherche sur la RSE. Je vous expliquerai un petit peu tout à l'heure parce que l'idée c'est de vous présenter des exemples d'entreprises de la région qui mettent en place de la RSE, qui s'appuient sur des dispositifs régionaux. Donc je vais essayer un peu de vous montrer quelques exemples de tout ça. Il y a pas mal d'effervescence, il y a pas mal de choses qui se passent dans la région ici. Moi, j'étais pas ici avant de venir, j'étais pas sur la région avant de venir pour mon postdoc, et j'ai été très surpris du dynamisme régional autour de la RSE. Autant au niveau des entreprises que de la région, de l'institution de la région qui développe beaucoup de dispositifs en lien avec la RSE. Du coup, n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin. Parce que moi, c'est des sujets, voilà, c'est ma recherche, donc je vais assez vite des fois. J'ai essayé de faire ça succinct parce qu'on n'a pas trop de temps, parce que je pourrais en parler pendant 3-4 heures. Donc, n'hésitez pas à m'interroger si vous ne comprenez pas quelque chose. Donc, pour commencer, peut-être vous dire, bonjour, c'est que la politique, la dynamique régionale pour la RSE, elle a commencé principalement, le point de départ de cette démarche régionale, ça a été la création du référentiel partagé pour la RSE en Pays de la Loire. Donc en gros, donc moi j'étais pas là à cette époque-là, mais c'est André notamment qui a travaillé avec la région sur cette question. L'idée c'était qu'il y avait beaucoup dans la région d'acteurs qui sont engagés pour la RSE, beaucoup d'entreprises, beaucoup d'associations, beaucoup d'institutions qui essayent de développer la RSE depuis quelques années, mais que les initiatives partaient dans tous les sens. C'était pas coordonné, chacun utilisait son référentiel, chacun avait ses propres actions à développer, chacun allait dans son sens. Donc au bout d'un moment, la cohérence globale sur le territoire de qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre notre territoire plus responsable, c'est difficile quand chacun part un petit peu à droite à gauche. Donc l'idée, ça a été de recenser d'abord les outils utilisés. Quand ils en ont parlé aux acteurs, ils sont arrivés à plus de 80 référentiels qui étaient utilisés. Donc c'était déjà il y a 2-3 ans, je crois que c'est ça, il y a 3 ans. 80 référentiels pour la RSE, donc 80 référentiels différents, avec des attentes différentes, avec des labels différents, avec des icônes, des stratégies de communication différentes. Ça fait que personne ne s'y retrouve en fait. Personne ne peut connaître les 80 référentiels en détail, donc on ne sait pas comment juger, etc., les différentes entreprises. À partir de ces référentiels-là, ils ont essayé de rassembler et d'identifier les principes communs. Qu'est-ce qui unifie ces 80 référentiels et qu'est-ce qui peut faire à un moment que nous, sur la région, en tant qu'acteurs régionaux, on peut agir ensemble pour la RSE, sur quel point on est d'accord en fait. Et ça a été de les classer par priorité aussi, parce que je ne sais plus, ils avaient quelque chose comme 200 indicateurs différents, 200 actions possibles différentes. Donc il fallait, on ne peut pas agir sur tous les niveaux à la fois, au moins quand on démarre. Voilà, c'est quand même un outil, le référentiel régional, qui s'adresse en priorité aux PME, parce que c'est aussi le tissu régional, le tissu économique régional, c'est 99% de PME, comme le tissu français, c'est pareil. Voilà, donc il fallait un outil qui soit adapté. Donc, pour vous expliquer un petit peu cette méthode, ces différentes étapes, ils ont rassemblé à peu près 200 personnes qui représentaient les différents acteurs du territoire, des acteurs économiques, associatifs, des institutions, et en mettant en commun tous ces référentiels utilisés, tous les principes d'action, et il a fallu essayer de les classer ensemble. Donc, ils ont utilisé un système de cartes, des classements, fait par petits groupes. Voilà, je vous passe les détails. Au final, on est arrivé sur un référentiel qui s'est organisé en 5 domaines. Donc, je vais vous les expliquer après un petit peu chaque domaine d'action. Donc, c'est des grandes catégories d'actions possibles pour développer sa responsabilité. Et chaque domaine d'action est exemplifié un petit peu avec 3 principes d'action prioritaires et 2 principes d'action avancés. Pour les entreprises qui sont un petit peu plus... qui ont déjà rempli toutes les actions prioritaires, à la limite, elles peuvent aller sur les actions avancées. Sachant que ce référentiel-là, c'est un référentiel de démarrage, on va dire. Pour des entreprises qui sont très très avancées dans la RSE, comme je vous en présenterai une ou deux après, c'est le b.a.-ba, quoi. C'est vraiment, il y a des entreprises qui vont beaucoup plus loin, il y a des entreprises qui ont déjà besoin de ça pour commencer. Donc pour vous montrer un petit peu les différents domaines d'action, donc là c'est le premier, c'est le social.
Je vous ai sélectionné des petites vidéos de la Minute RSE, donc c'est des petites émissions très courtes qui passent sur Télé Nantes, donc ça dure 1 à 2 minutes, pas plus, et ça tient sur des interviews d'entreprises qui expliquent comment ils ont fait sur un critère pour développer leur responsabilité. Donc vous allez voir, c'est assez intéressant. Donc il y a 5 domaines, donc ça va être 5 petites vidéos. N'hésitez pas à poser des questions ou à réagir après la vidéo, il n'y a pas de souci. Nantes Métropole vous présente une initiative du pôle ressources RSE, co-animée par la chaire RSE d'Audencia Nantes. Je m'appelle Sophie Javelot, je suis directrice des opérations chez Ressources Mutuelles Assistance. Chez RMA, la particularité, c'est qu'on travaille dans l'assistance santé à la personne. Donc on accompagne des adhérents qui sont dans la maladie. Et pour ce faire, on s'est dit que pour pouvoir réussir à faire ce métier correctement et apporter une vraie qualité de service, on était obligé de prendre soin de nos collaborateurs pour qu'ils prennent soin de nos adhérents. Tout simplement, on a mis en place une politique managériale très forte. Donc par exemple, nos collaborateurs n'ont pas de temps de conversation fixé. Ils peuvent passer le temps qu'ils souhaitent avec un adhérent par rapport à son problème, à la difficulté qu'il rencontre. Pour ce faire, on a également mis en place des ateliers gestion des émotions, donc du massage, des sessions de théâtre ou d'expression corporelle, pour justement aider le collaborateur à gérer ses émotions et l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Et on a également une salle zen qui est à disposition pour un collaborateur si jamais il avait une difficulté ou un appel plus difficile, qu'il puisse aller retrouver ses esprits et reprendre son travail plus sereinement. Chez RMA, aujourd'hui, on constate un faible taux d'absence au niveau des collaborateurs, également peu de turnover. On est à moins de 3% sur un secteur qui habituellement connaît beaucoup de départs. On a également une meilleure formation de nos collaborateurs, donc dans la relation avec l'adhérent, on est vraiment sur du qualitatif. Et le résultat final, c'est une grande satisfaction des adhérents et de nos mutuelles clientes. Je ne sais pas si vous avez des questions là tout de suite sur cette vidéo-là. Ou est-ce qu'on enchaîne les autres vidéos? J'enchaîne à ce moment-là. Donc le deuxième domaine d'action... Oui, vas-y. Oui. Alors moi j'avoue, je ne connais pas plus que ça l'entreprise. Après, pour avoir vu d'autres entreprises, c'est souvent des salles de repos comme on peut avoir dans beaucoup d'entreprises, quoi. Ça va de la machine à café, du canapé, etc. Mais après, la salle zen, des fois, ça va sur des endroits pour faire la sieste. Des fois aussi, dans des entreprises, il y a de plus en plus d'entreprises qui proposent ça, des accompagnements, etc. Mais ça, là, j'avoue, je ne sais pas. Mais je ne peux pas répondre plus, mais ça va dépendre de chaque entreprise. C'est un peu un des messages moi, que je voudrais vous faire passer aujourd'hui, c'est que la RSE, il y a des millions de façons d'en faire. En fait. Ça dépend vraiment, à chaque fois, c'est très contextuel. Chaque entreprise va la faire à sa façon. On peut avoir des grands guides d'action. Bah voilà, là, on sait on vient de voir une vidéo sur le social, mais le social, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça dépend dans quoi on travaille, ça dépend avec qui on travaille, ça dépend quels sont nos clients, nos usagers, nos actionnaires, voilà. Il y a énormément de choses et à chaque fois, il faut la réadapter à notre cœur d'activité, quoi. Vraiment, c'est seulement parce que c'est cohérent que ça peut fonctionner de la RSE. Sinon, c'est sûr, c'est comme n'importe quel critères de gestion d'entreprise. Si on gère mal notre responsabilité, autant que n'importe quelle autre chose dans l'entreprise, bah forcément on foire, quoi. Voilà. Par exemple, Sodebo dispose de salles zen comme ça, et ils optimisent cette salle en programmant des masseurs, des ostéos, entre midi et 2, par exemple, ou au moment des pauses, pour le bien-être des salariés. Après, c'est en effet du cas par cas en fonction de la disponibilité d'intervenants extérieurs et de la politique mise en place par les dirigeants. Voilà. J'ai vu une entreprise, par exemple, dans la région qui va récupérer les déchets dans d'autres entreprises pour faire de la récupération, mais du coup, leur principe, leurs employés, c'est surtout des conducteurs qui passent leur semaine à faire d'entreprise en entreprise, récupérer des poubelles, les mettre dans leur camion et les amener à trier dans les locaux de l'entreprise. Du coup, c'est beaucoup de temps assis dans le camion, à conduire, à être dans les bouchons, etc. Du coup, tous les vendredis soirs, il y a massage pour tous les employés qui sont tous les conducteurs, en fait. Ils ont 1 heure de massage avec des kinés, etc. pour justement partir en week-end, être bien, etc. Donc voilà, là c'est du cas par cas, quoi. C'est parce que leur activité est comme ça qu'ils ont mis ça en place.
Nous, ici à Audencia, en tant que salariés, je ne suis pas sûr qu'on aurait besoin du massage le vendredi soir. Ce serait agréable, mais ce n'est pas lié à nos conditions de travail. Voilà. On enchaîne sur l'environnement ? Nantes Métropole vous présente une initiative du pôle ressources RSE, co-animée par la chaire RSE d'Audencia Nantes. Samuel Oziel, directeur du Best Western Plus, hôtel de la Régate à Nantes, depuis son ouverture en 2009. Nous avons décidé de faire un hôtel dans une zone classée, sur les bords de l'Erdre à Nantes, et nous avions des contraintes par les architectes des bâtiments de France pour faire une éco-construction. Et donc nous avons décidé de relever le challenge. Pour réaliser ce bâtiment éco-conçu, nous avons dans un premier temps mis en place un toit végétalisé de plus de 900 mètres carrés. Et également, pour la ventilation de l'hôtel, nous avons mis en place une centrale double flux. Et ensuite, pour assurer le chauffage ainsi que le rafraîchissement du bâtiment, nous avons mis en place une pompe à chaleur à géothermie à sonde profonde. Donc ce sont 11 puits qui sont à 100 mètres de profondeur pour aller chercher l'énergie du sol. Mais encore, 16 panneaux solaires qui vont nous assurer notre production en eau chaude sanitaire, notamment, aujourd'hui avec le recul, on sait que c'est environ 43%. Cette éco-construction nous a coûté financièrement, puisque ça représente 12% de plus par rapport à une construction traditionnelle, mais qui va être amortie en 6 ans. Mais également, ça nous a aussi permis d'avoir un label, donc le label THPE, donc très haute performance énergétique, et surtout, ça nous a permis d'avoir un gain commercial, puisque grâce à cela, on parle de nous. Donc voilà, sur l'environnemental, on connaît peut-être un peu plus ce qui est possible. Je ne sais pas si vous avez des réactions, pareil. Oui. Juste une question, à partir de quel moment on peut dire que justement on fait de l'environnement comme ça? Parce qu'à la fin, il dit, nous, ça nous redonne notre image. Oui. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas mal de dérives? Il y en a aussi, après c'est aussi pour ça qu'il a le label THPE qui permet de certifier ça. Et c'est aussi le principe d'avoir des référentiels ou des labels qui sont reconnus par tous, quoi. Moi, ça fait quelques années que je travaille sur la RSE et on a vu une profusion de labels. Et petit à petit, maintenant, aujourd'hui, on en voit certains émerger qui dominent un petit peu. Et l'ISO 26000, classiquement, qui est pas encore certifiable, mais qui a vocation à devenir cette référence et qui est de plus en plus, quand on parle RSE maintenant pour une entreprise, on prend l'ISO 26000 pour avoir un guide, pour savoir quoi faire. Mais c'est vrai que c'est utiliser des labels, je parlerai tout à l'heure un petit peu rapidement du label Lucie, c'est pareil, ça a tendance à devenir une référence. Et c'est à partir du moment où on est labellisé qu'on peut aussi certifier facilement. Voilà, tout le monde est un petit peu d'accord face à un label ou un référentiel, quoi. Voilà. Donc, le troisième domaine, l'économique. Nantes Métropole vous présente une initiative du pôle ressources RSE, co-animée par la chaire RSE d'Audencia Nantes. Je m'appelle Benoît Couteau, je dirige l'entreprise DFC2, négoce de produits de quincaillerie et d'outillage pour le bâtiment. Alors, en 1996, pour des raisons personnelles, avec mon épouse d'origine vietnamienne, j'ai découvert le Vietnam pendant 3 mois. Et là, en prenant conscience des conditions de vie des Vietnamiens, je me suis dit que j'avais un devoir, une responsabilité en tant que chef d'entreprise, lorsque j'étais dans l'optique d'achat de mes produits, tenir compte des conditions de fabrication de chaque produit. Suite à ce déclic, la première étape que j'ai prise, c'était de partager mes associés et mes salariés les enjeux que j'avais compris ou découverts en 1996. Et à partir de 1999, on a entamé une grande démarche côté de nos fournisseurs pour prendre ces renseignements sur les conditions de fabrication des produits que nous commercialisons. Après plusieurs étapes et démarches auprès de nos fournisseurs, donc en 1999, en 2002, en 2006, nous avons décidé de créer un indicateur en identifiant au travers de 4 pictogrammes les conditions de fabrication sur le plan environnemental, sur le plan social, la notion de la durabilité et de la proximité de production de chaque produit. En 2010, on mettait en place un questionnaire large auprès de nos fournisseurs. Et on s'est aperçu qu'il fallait se réduire nécessairement à ces 4 critères. Et aujourd'hui, on a pu créer l'éclaireur éthique produit, éclaireur qui donne donc les indications sur les conditions de fabrication de nos produits, et éclaireur qui serait libre à tous, à tout négociant, à toute personne de l'utiliser pour pouvoir communiquer avec ses clients et ses fournisseurs.
Voilà donc un exemple qui a plus trait du coup à la dimension économique de l'activité. Pas grand chose à dire de plus moi de mon côté. Est-ce que vous avez des questions? Après c'est juste pour montrer justement que voilà, c'est un entrepreneur qui n'est pas dirigeant d'une très grande boîte. Et quand il y a une... Moi, ce que je trouvais intéressant dans cette vidéo, c'est là où on voit la motivation, de comment lui, il est parti au départ sur une visite du Vietnam. Ça a fait changer son regard et il est parti sur autre chose et il a pu développer vraiment en se donnant les moyens, il a pu sortir du cadre traditionnel de la quincaillerie qui est de se procurer les outils au plus bas prix, ce qu'on rencontre dans n'importe quelle quincaillerie. Lui, il a développé autre chose, quoi, une dimension responsable de son activité et ça a été un choix et ça a été suivi et ça fonctionne bien, quoi. Voilà. Il nous reste 2 petites vidéos et après on reviendra. Nantes Métropole. Voilà. Donc c'est le territorial. Une initiative du pôle ressources RSE, co-animée par la chaire RSE d'Audencia Nantes. Bonjour, je m'appelle Sandrine Roudot, je suis cofondatrice du cabinet Alternité des éditions La Mer Salée et auteure de l'Utopie mode d'emploi. On a décidé de créer les éditions La Mer Salée pour porter nos idées et diffuser les gens qui portent des idées d'un autre modèle économique. On a voulu du coup le mettre en application, donc faire tout en local, avec une mise en page locale, direction artistique, impression, de manière écologique sur le papier, l'ancrage, et de manière solidaire puisqu'on replante une partie des droits d'auteur au Pérou avec Pur Projet. Le fait de produire un livre avec des valeurs écologiques et locales, c'est forcément plus cher, malheureusement, c'est 2 fois le prix. Ce qu'on s'est dit, c'est que effectivement, la RSE, c'est du renoncement, mais qu'on n'avait pas renoncé à nos valeurs. Et donc, c'est sur le modèle économique qu'on a travaillé et on a essayé d'être créatif. Ça veut dire qu'on a privilégié les circuits courts. On est moins sur un modèle qui est uniquement en librairie, donc c'est-à-dire des livres numériques, la vente directe par Internet, la vente via des conférences, utiliser les réseaux sociaux, avoir des communautés autour de nous qui portent nos livres. Donc ce modèle qu'on a mis en place avec La Mer Salée, il est encore en cours de construction. Pour autant, il a déjà des résultats, puisqu'on a vendu 3000 exemplaires de la Nouvelle Controverse en 1 an et demi. On a des auteurs qui viennent nous voir, qui sont déjà confirmés, qui ont envie de nous soutenir. Et puis on a des partenaires qui ont envie de contribuer à cette aventure. Donc on commence bien. Donc juste un petit détail, quand un éditeur dit qu'il a vendu 3000 bouquins, c'est bien. On n'a pas l'impression, quand on voit les chiffres des best-sellers et tout ça, on est à plusieurs centaines de milliers, mais un bouquin normal, 3000 ventes, c'est très bien. Voilà, c'est juste pour préciser, c'est un bon résultat. J'ai pas introduit la vidéo, mais la dimension territoriale, c'est une des caractéristiques importantes du référentiel régional. Bon, justement, parce qu'il est régional, c'était important de mettre cette dimension territoriale, et c'est une des originalités qu'on voit par rapport aux autres référentiels. Souvent, c'est que ça manque un petit peu, ils ne savent pas forcément comment la mettre. Et là, ils ont vraiment insisté sur cette dimension territoriale, que même une entreprise qui fait que de l'import-export, à un moment, si elle est basée à Nantes, elle doit aussi travailler avec les gens de Nantes, quoi. Il y a toujours moyen de s'inclure sur le territoire. J'avais hésité avec une autre vidéo, c'est le patron de Restoria, donc c'est une entreprise de restauration collective qui nous fait le restaurant ici en plus, et qui est responsable sur plein de choses sur son cœur de métier, mais après ils ont un investissement territorial important aussi parce qu'ils se sont engagés notamment avec les Restos du Cœur pour donner, je ne sais plus, je crois que c'est 240 ou 250 repas par semaine au Restaurant du Cœur pour des repas chauds, etc. Après, tout ce qui est non consommé sur les repas, c'est redonné aussi au Restos du Cœur. Voilà, c'est une manière de s'inclure dans la vie locale, de participer avec des associations, etc. Est-ce que vous avez des questions sur cette dimension-là ? Après, je vous invite à aller voir le référentiel, il est un peu plus détaillé. Il y a un site, Pays de la Loire RSE, voilà, vous pouvez trouver le référentiel en détail. Et allez voir les autres minutes RSE, il y en a une 40aine de l'an dernier, il y en aura une 40aine cette année aussi. C'est plein d'exemples comme ça, quand vous cherchez des petites clés, même si quand vous serez en stage, vous cherchez des idées, en fait, comment on pourrait mettre un peu de RSE dans l'action qu'on vous donne à faire. N'hésitez pas à aller voir, des fois c'est un peu trop grand, il faut être patron pour pouvoir mettre des choses en place, mais des fois il y a des choses vraiment tout bêtes qu'on peut faire à notre échelle, même en tant que stagiaire, quoi. Voilà, donc, Et donc le dernier point, c'est la question de la gouvernance.
Je vous laisse regarder. Une initiative de la plateforme RSE Métropole Nantaise, co-animée par la chaire RSE d'Audencia Nantes. Bonjour, je m'appelle Geoffroy Verdier et je dirige l'association Aide à domicile pour tous Loire-Atlantique Vendée. Lorsque j'ai pris la direction de l'association, elle était en redressement judiciaire. Donc le challenge était tout trouvé. Ce redressement, c'était un traumatisme pour les salariés, pour nos usagers, pour un certain nombre de nos partenaires. Donc la RSE, finalement, était un outil pour collectivement trouver à rebondir autour de notre projet associatif en essayant de donner du sens à ce qu'on faisait et à trouver ensemble les moyens d'améliorer nos fonctionnements. L'idée, elle est assez simple, ça a été de s'appuyer sur les acteurs qui font l'association, au premier chef les salariés, en leur demandant leur avis, en consultant un maximum de personnes pour aboutir à un diagnostic partagé et mettre en œuvre un plan d'action collectif. Le premier résultat, c'est la sortie du redressement judiciaire, une association dynamique qui développe son activité, mais c'est aussi pour un certain nombre de salariés qui étaient présents ou qui sont arrivés depuis, des compétences à l'appui de formation pour prendre de nouvelles responsabilités dans une nouvelle organisation et aujourd'hui donc dans une association réinventée, tournée vers l'avenir. Alors là, c'est pareil, le choix a été très difficile sur la question de la gouvernance. Il y a plein de vidéos sur cette question-là et c'est un sujet qui est très très large. C'est comment à un moment on remodèle notre organisation d'entreprise, etc., quand on veut faire de la RSE. C'est un sujet très très vaste, moi qui me passionne, donc je pourrais en parler pendant des heures, donc je vais m'arrêter là, à moins que vous ayez des questions, mais voilà, je vous invite vraiment à aller voir, à aller creuser ces questions-là, parce que la RSE, c'est pas que faire de l'environnemental ou développer des partenariats économiques responsables, etc. C'est aussi parfois se questionner sur quel est le but de mon entreprise et comment je l'organise. Voilà, ça c'est mon petit message engagé. Voilà, donc du coup le référentiel régional RSE, il a été décliné après derrière dans des outils donc, qui permettent à des entreprises de s'évaluer un petit peu par rapport à leurs actions, comment elles concordent avec ce référentiel, et pour après, avec des indicateurs, et pour après définir des plans d'action. Ce qui est en germe actuellement, ce qui est en train de se mettre en place, c'est qu'il y a pas mal d'impact sur la politique régionale maintenant de ce référentiel. Notamment, les marchés publics maintenant vont être conditionnés à l'usage de ce référentiel RSE dans les années à venir, c'est en train de se développer. Donc, c'est-à-dire que pour une entreprise qui veut répondre à un marché public dans la région Pays de la Loire, elle sera obligée de remplir, de s'évaluer sur ce référentiel régional RSE. Donc on voit quand même la RSE maintenant devient de plus en plus inévitable, quoi. C'est vraiment, quand on veut faire son business sur un territoire engagé comme ça, il faut se déclarer RSE et il faut l'être de manière vérifiée, quoi. Il y a aussi, ça permet d'avoir, la région a mis en place un FRAC RSE, donc c'est Fonds régional d'accompagnement et de conseil, il me semble, sur la RSE. Donc ils peuvent financer un accompagnement par un consultant pour aller vers plus de RSE dans son entreprise. Et voilà, des aides publiques qui également sont conditionnées à ces questions-là. Après, l'objectif du référentiel, c'était aussi de pouvoir aider à la constitution de rapports à RSE sur des petites entreprises, pouvoir déjà accompagner sur cette question-là, et puis sur la question des achats. Je vais essayer d'aborder très rapidement. Moi, là, c'est la recherche sur laquelle j'ai travaillé, donc ce qui est complémentaire à cette définition du référentiel. En gros, voilà, on sait sur quelles actions faut agir. Maintenant, c'est comment on fait. Moi, ça a été la question de départ que j'ai utilisée il y a 18 mois quand je suis arrivé ici. C'est comment on fait quand on est une PME pour développer, pour mettre en place ces actions, etc. Donc, quelles compétences il faut pour y aller. L'idée, donc, très rapidement, moi, mon projet de recherche, ça a été d'aller dans une entreprise pour identifier ces compétences qui sont nécessaires pour développer une démarche RSE. Et il y avait un deuxième volet, c'est quelles sont les différentes manières qui permettent d'accompagner le développement de ces compétences pour les PME. Toujours, on est vraiment dans cette optique particulière qui sont les TPE et les PME, parce qu'on part du principe que
les grands groupes souvent sont plus outillés ou en tout cas ont des services qui sont plus développés, rien que le service RH en général, pour accompagner ces changements. Là, sur les TPE-PME, il faut des outils simples qui puissent leur permettre de rentrer rapidement dans un changement vers la RSE. Et donc voilà, on avait un objectif aussi de construire des outils, un outil d'autodiagnostic des compétences pour la RSE et un guide des moyens de développement. Donc je vais me faire une petite minute promo, mais si vous voulez, mercredi prochain, il y a le 21, il y a un colloque ici à Audencia le matin et à Centrale l'après-midi. Si ça vous intéresse, c'est ouvert à tous, sur les compétences pour la RSE. Voilà, donc moi j'y serai. Donc la recherche, pour vous expliquer un peu comment ça s'est passé, il y a eu 3 phases dans notre recherche. Je suis d'abord allé rencontrer 29 entreprises, j'ai réalisé 29 entretiens avec des entreprises du territoire et une dizaine de leurs parties prenantes. Puis après, donc ça c'était pour identifier les compétences, donc créer un référentiel de compétences pour la RSE. Après, on a réalisé une enquête quantitative, donc un questionnaire sur Internet pour confirmer ce questionnaire-là et puis avoir un premier aperçu un petit peu des besoins en compétences sur le territoire. Et après, donc la troisième phase qui était vraiment sur l'identification, de faire un état des lieux des formations et des moyens de développement de ces compétences. On a fait d'abord un référencement des formations à la RSE en Pays de la Loire. Il y en a énormément, il y a plus de 150 formations dédiées à la RSE en Pays de la Loire. Et on a réalisé 2 focus group, donc avec des entreprises et avec des formateurs ou des accompagnateurs à RSE pour identifier et évaluer les différents dispositifs qui existent. Moi, ce qui m'intéressait là de vous présenter, c'était surtout la recherche dans les entreprises que j'ai pu rencontrer pour vous donner un peu des exemples d'entreprises. Juste pour vous montrer, donc, on a essayé de couvrir un petit peu le territoire. Bon, bien sûr, on est plus implanté en Loire-Atlantique, donc on a plus rencontré d'entreprises en Loire-Atlantique, mais voilà, on a un petit peu couvert toute la région. Et on a rencontré donc à la fois des très petites entreprises, donc moins de 10 salariés, qui essayent de mettre en place de la RSE, ce qui n'est pas toujours simple quand on est 2 salariés. J'ai vu une entreprise, ils n'étaient que 2, ils essayent, voilà, ils font ce qu'ils peuvent. Des petites entreprises principalement, donc entre 10 et 50 salariés, et aux moyennes entreprises, jusqu'à 250 salariés. L'idée, c'était, comme nous, on étudiait juste la RSE sur un territoire régional, c'était de brosser une multitude de secteurs. Donc, vous allez voir dans les entreprises que je vais présenter après, il y a des secteurs qui sont des secteurs traditionnels, type le BTP, l'industrie, le transport, qui sont vraiment en train de se poser des questions importantes sur ces questions-là. Et la mutation est difficile, mais ils essayent. Il y a des entreprises qui avancent, il y a des entreprises qui avancent moins, voilà. Mais donc c'est vraiment des enjeux particuliers sur ces secteurs-là. Il y a des secteurs clés pour notre territoire ici en Pays de la Loire, donc qui sont l'agriculture, la pêche, le tourisme, qui sont vraiment des secteurs importants dans notre activité économique et qui se questionnent aussi sur la RSE. Et des secteurs aujourd'hui qui émergent, qui sont les énergies renouvelables, notamment au niveau sur la côte, voilà, il y a un développement très très important. Il y a tout ce qui est technologie de l'information et de la communication, etc. Donc des secteurs différents. Et puis, pour comprendre un peu toutes les compétences qui sont nécessaires quand on développe une démarche RSE de zéro jusqu'à la fin. C'est un processus, ça ne s'arrête jamais, donc voilà, je ne peux pas dire la fin. Mais j'ai cherché à rencontrer des entreprises qui sont engagées de manière différente. Donc j'ai rencontré une entreprise qui vraiment ne savait même pas ce que c'était la RSE, mais pour savoir un peu pourquoi elle n'y va pas, à la limite, on ne le savait pas déjà. Et puis après, des entreprises qui sont intéressées, donc qui commencent à se dire, ah oui, ça peut être, il faudrait que je m'y lance, bon, qu'est-ce que je fais dans mon entreprise, ok, ça peut s'apparenter, voilà, comment je peux le rendre plus responsable ou pas. Des entreprises qui commencent à être vraiment engagées et des entreprises proactives qui là peuvent être engagées depuis 10, 20 ans dans des... on n'appelait pas encore ça la RSE il y a 20 ans, ou plus difficilement, mais qui en tout cas sont dans cette logique-là et qui aujourd'hui sont exemplaires à plus d'un titre. Donc pour vous donner les résultats de la recherche un petit peu très rapidement, pour développer une démarche RSE, donc nous on a rassemblé à peu près 70 compétences qui nous semblent nécessaires pour développer une démarche RSE, sachant que c'est des compétences qui souvent sont déjà présentes dans l'entreprise, mais qui sont réutilisées pour la RSE. Mais il faut savoir déjà penser la RSE, c'est-à-dire savoir analyser ce qu'on fait, savoir se projeter, anticiper sur ce qui va changer et savoir se remettre en cause soi-même, se remettre en cause nos activités et être capable de les changer.
Et puis, en complément, c'est savoir organiser aussi, mettre en place un plan d'action responsable, savoir innover, savoir aussi le vendre après derrière, quoi, savoir valoriser que ce soit nos ressources, les hommes qui sont là, et aussi nos résultats, quoi. À un moment, quand on produit un produit responsable et que si jamais il est plus cher, il faut réussir à le valoriser, quoi. Pourquoi c'est plus cher et pourquoi on peut réussir à le vendre quand même. Il y a une deuxième famille de compétences, c'est savoir agir collectivement pour la RSE, c'est-à-dire comment à un moment j'intègre mes parties prenantes dans mon activité d'entreprise, de la création de mon produit jusqu'à sa vente finale, jusqu'à mon fonctionnement d'entreprise, comment j'intègre les populations qui m'entourent, etc. Et puis, il y a une compétence qui est transversale, c'est déjà savoir développer ses compétences pour la RSE. Bon, on y reviendra, on pourra en reparler si vous voulez. Mais... Voilà, donc ça c'est le référentiel détaillé, mais c'était juste pour vous montrer, par exemple, cette entreprise-là. Je vais reprendre mes petites notes. C'est une entreprise dans la Sarthe qui fabrique des luminaires sécurisés pour des lieux publics. Donc c'est typiquement des petites lampes comme ça qu'on trouve dans tous les lieux publics. Voilà, c'est des lampes, en gros, l'enjeu c'est qu'il faut que ça tienne longtemps, que ça consomme peu et que ça demande très peu d'entretien. Donc voilà, c'est déjà un positionnement très qualitatif. Moi, je les ai cités, eux, parce qu'ils font appel, ils m'ont permis de trouver deux compétences importantes. C'est déjà savoir anticiper les évolutions de son secteur et innover sur les technologies, mais aussi sur la manière de travailler, sur les finalités de son travail, etc. Au départ, pour vous dire, c'est une entreprise qui date des années 80 à peu près. Au départ, c'était juste un bureau d'études qui sous-traitait toute la fabrication. Et puis, ils sont rentrés dans une logique, non, mais en fait, nous, on voudrait réintégrer la production pour justement pouvoir garantir que la production est de qualité, qu'il n'y ait pas d'erreur. Ils en avaient marre de renvoyer à leurs fournisseurs des pièces cassées, voilà, et puis d'avoir des retours sans cesse sur leurs trucs. Donc, ils ont intégré la chaîne de production, ils ont construit une usine, et... c'était un peu la première étape. En plus, ils en ont profité pour mettre un chantier d'insertion dans l'entreprise. Donc, ils bossent avec un ESAT qui les aide notamment dans tout ce qui est empaquetage et distribution après de leurs produits. Et c'était un processus. Ça, c'était début des années 2000. Et puis, ils se sont dit au bout d'un moment, mais attendez, on fabrique des produits de qualité, voilà, on distribue pas mal en France, beaucoup auprès des collectivités locales, voilà. On va aussi essayer de produire, de faire travailler autour de nous. On va arrêter de faire venir des pièces de Chine qui sont de toute façon pareil, qui ont un problème de qualité, voilà, quand on les achète à bas prix, le temps que ça vienne, on perd voilà, ils avaient pas mal de problèmes avec leur approvisionnement, donc du coup, ils sont allés voir à côté de chez eux, dans la même zone d'activité, chez des fournisseurs. Seulement, le fournisseur, il ne savait pas faire. Il ne savait pas faire les matériaux dont ils avaient besoin, les pièces dont ils avaient besoin. Alors du coup, ils ont aidé le fournisseur à apprendre à faire les pièces dont ils avaient besoin. Voilà, ça, pour moi, c'est un bel exemple de co-développement avec les parties prenantes. Et puis voilà, à un moment, ça demande du temps, ça demande de s'investir. Aujourd'hui, ils sont en plus partis dans une logique d'économie circulaire. Donc tous leurs déchets servent à d'autres entreprises et eux, ils récupèrent les déchets d'autres entreprises pour fabriquer les plastiques qui servent à faire leurs lampes. Enfin, bon, c'est très impressionnant. Et là, alors niveau anticipation, le patron, c'est vraiment quelqu'un d'impressionnant. En ce moment, il a envie d'explorer tout ce qui est l'économie de la fonctionnalité, donc c'est-à-dire arrêter de vendre une lampe, mais vendre un service. Donc ils vendent l'éclairage. Et donc la lampe il reste toujours propriétaire de la lampe. Quand elle est cassée, c'est lui qui vient la changer et qui en met une neuve. Voilà. Et donc c'est aussi un moyen c'est une autre façon de faire et c'est intéressant parce que c'est quelqu'un qui va toujours chercher plus loin et tous les ans, il remet en cause tout son business model et puis il va plus loin, il cherche. Voilà. Un deuxième exemple, là, du coup, c'est sur la compétence dialogue avec les parties prenantes et considérer leurs intérêts à chacun un petit peu. Là, je suis allé voir un armateur en Vendée, donc le monsieur est patron d'un bateau qui va pêcher, voilà. Donc, la pêche, c'est un milieu assez délicat parce qu'ils sont contraints par des quotas, etc. Mais bon, ils sont accusés de pollution, de ruiner les ressources halieutiques, etc. Lui, il a fait, c'est pareil, quelqu'un de très engagé. Il
il a changé complètement de manière de pêcher. En fait, il est passé d'un chalutier traditionnel à une technique qui s'appelle la seine danoise, qui est plus respectueuse des ressources halieutiques, mais par contre, ça demande de changer radicalement de technique de pêche, de réaménager entièrement son bateau. Sur son bateau, ils partent, je crois que c'est 15 jours, 3 semaines, ils sont 7 employés, voilà, c'est du gros quand même. Et ça demande aussi de savoir préparer le poisson, parce que ça part pas directement en congelé, en grosse caisse congelée, et puis hop, ça part à la criée et tout ça. Là, il faut qu'ils aménagent, ils mettent le poisson directement dans les caisses. Je suis pas pêcheur, donc je connais pas tous les ressorts, mais en gros, il m'a dit que ça changeait radicalement la manière de faire. Donc forcément, lui, ses employés n'étaient pas très très contents quand il leur a dit, bon ben voilà, on va changer de technique de pêche, maintenant il va falloir qu'en plus vous présentiez le poisson et tout ça. Les mecs, ils ont dit non, mais attends, tu nous prends pour qui? Nous, on est pêcheurs depuis 30 ans. Voilà, c'est pas toujours simple. Donc du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il leur a payé d'abord une semaine de voyage en Islande sur un bateau qui utilise cette technique de pêche. Les mecs, ils sont revenus, ils ont dit ok, on y va, on sait faire, c'est bon. Donc voilà, il les a eus comme ça, quoi. Il a réussi à aménager le changement, à accompagner ce besoin de changement, en fait. Et puis, pour le côté présentation du poisson, c'est pareil, les mecs, ils disaient, non, nous, on met notre poisson dans la glace, et puis voilà, ça part comme ça, et ce sera très bien. Il leur a fait passer une journée à la criée, tout simplement, à observer comment, sur la criée, c'était mis en présentation, comment on pouvait s'en sortir avec ce poisson sans y passer 3 mois d'études, quoi. Il suffit de regarder, quoi. Et voilà, c'est pareil. Donc là, c'était intéressant, moi je trouvais, justement pour cette capacité à accompagner le changement. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et donc là, c'est un bureau d'études en énergie renouvelable qui est basé sur Saint-Nazaire. Donc c'est une start-up, hein. Ils sont 10, ça existe depuis 3 ans. Voilà, pour l'instant, ils ne sont pas rentables, mais ils brassent beaucoup d'argent parce qu'ils ont énormément d'actionnaires, etc. Ils ont des projets importants. Et là, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment ils ont impliqué l'ensemble de leurs salariés, mais pas que dans leur activité. C'est une entreprise, déjà au niveau des salariés, c'est un open space assez classique, voilà, il n'y a pas trop de hiérarchie, tout le monde se tutoie, ils travaillent tous ensemble, ils ont des grands tableaux, voilà, c'est rapidement, on a un problème, pof, on se met au tableau et tout le monde vient aider la personne. Ce qui est plus original, c'est qu'il leur a fait suivre à tous les 10 une formation de travail créatif. Et donc, ils ont des moments, chacun, ils sont formés à être créatifs. Sachant qu'au départ, c'est des ingénieurs. Ils ne sont pas forcément dans la culture. Je ne veux pas être mauvaise langue ni rien, hein, ce n'est pas mon propos. Mais voilà, ils sont dans une culture où ils appliquent des choses, ils ont des cadres de référence, etc. Le travail créatif, ce n'est pas forcément au cœur même du travail d'ingénieur. Il y en a aussi, mais voilà, c'est autre chose. Donc voilà, il a essayé d'amener ça. Et là où je trouve c'est vraiment original dans cette entreprise, c'est que là, par contre, il a aussi dit à ses actionnaires, vous allez vous former à la créativité, vous allez venir nous aider. Donc une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, les actionnaires viennent dans l'entreprise et ils participent au travail de création. Donc ce n'est pas seulement des gens qui donnent de l'argent parce qu'ils croient dans l'entreprise, c'est aussi des gens qui viennent et qui arrivent et qui s'investissent dans le travail de l'entreprise. Donc voilà, moi je trouve que c'est un bel exemple, là du coup, pour le coup de la gouvernance du travail. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la plupart du temps, les démarches s'appuient sur des compétences qui sont déjà présentes dans l'entreprise. Il suffit de les réutiliser, en fait, de les réappliquer sur autre chose. Là, c'est pareil, c'est une entreprise, donc c'est une fonderie de plomb donc, qui fait des plombs de pêche, voilà, mais pas que. Hein. Ils font du plomb qui fait 2 grammes jusqu'à la quille de bateau qui fait 40 tonnes, donc c'est un savoir-faire différent. Et là, ils sont en train de se lancer dans une démarche RSE et du coup, ils ont une ressource qui est importante chez eux, c'est qu'ils ont un responsable qualité, hygiène, sécurité, environnement, donc qui est là parce que le plomb, c'est une industrie qui est très, très, très réglementée. Donc du coup, ils s'appuient sur les compétences de cette personne-là qui est déjà capable de suivre une certification, de suivre tout ce processus-là, de tenir des tableaux de bord, etc., pour aller vers une démarche RSE. Et enfin, il y a la question du recrutement qui joue un rôle important aussi dans le développement d'une démarche RSE. Donc moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait soit l'appel à des stagiaires ou à des CDD pour des petites structures, et notamment au moment où ils ont besoin justement d'aller vers une démarche de certification ou de structuration de la démarche. C'est des choses qui demandent du temps, et souvent les salariés dans l'entreprise n'ont pas le temps de développer ça.
Donc du coup, on fait appel à une personne extérieure sur un CDD d'1 an, sur un stage de 6 mois, voilà, etc., pour faire cette structuration et cette démarche de certification. Et puis, sur des CDI, c'est ce que je vous dis, quand l'activité le nécessite, typiquement l'activité industrielle avec des délégués, des employés qualité, hygiène, sécurité, environnement, qui peuvent prendre en charge ces questions-là. Là, c'est pareil, bon, c'était un exemple, mais je viens d'en parler, on ne voit rien du tout sur ma photo, mais c'est une entreprise qui fait de l'éco-emballage carton. C'est une des entreprises modèles vraiment que j'ai vues. C'était il y a 20 ans, ils étaient en dépôt de bilan. La dame qui a racheté l'entreprise l'a entièrement remonté sur des critères RSE et aujourd'hui vraiment c'est assez impressionnant quand vous arrivez dedans, vous le voyez quoi. Il y a des petites choses quand vous rentrez dans l'entreprise, juste la petite, on n'a plus trop le temps. Ouais. Bon. Non parce que vraiment moi je suis arrivé donc voilà bon c'est en pleine campagne etc, grande entreprise. Vous rentrez et traditionnellement, quand vous rentrez dans une entreprise industrielle, il y a le bâtiment industriel et le bâtiment administratif, quoi. Souvent, c'est comme ça. Là, non, il n'y a qu'un seul bâtiment. Donc, vous rentrez, déjà, vous arrivez, il y a des canapés pour attendre un petit peu. Il y a plein de trophées, parce qu'ils ont plein de trophées sur l'environnement, sur la RSE, etc. Et au fond, il y a 2 portes vitrées et vous voyez l'usine. Et vous voyez que ça, quoi. Il n'y a personne pour vous accueillir au début, etc. Mais voilà, le cœur de l'entreprise, c'est l'usine. Déjà, c'est vraiment ça, quoi. Et puis, au bout d'un moment, vous vous rendez compte que y a un petit bureau vitré sur la gauche, vous vous dites quoi, c'est le concierge, c'est la concierge, etc. Et puis en fait non, au bout d'un moment vous vous rendez compte que c'est la PDG qui est là et qui dit bonjour à tout le monde, qui dit bonjour à ceux qui rentrent, ceux qui sortent, etc. Moi je trouve en termes symboliques c'est important parce que c'est assez fort, quoi. C'est pas le PDG qui est tout en haut ou dans son bureau bien gardé. Là il est au cœur de l'entreprise, à l'entrée il vous accueille, etc. Après en termes environnementaux c'est pareil, il y avait un papier dans la salle d'attente, dans ce hall d'accueil, où on me demandait d'où vous venez, avec quels moyens de transport, et tout ça, c'est pour le bilan carbone de l'entreprise, alors que voilà, moi je venais juste pour un entretien, voilà, mais ils récoltent toutes ces informations-là pour faire un bilan carbone à la fin de l'année, quoi. Donc voilà, c'est une entreprise, après, c'est pareil, il y a plein de choses à dire, mais voilà.